Et nous vous retrouvons pour Regard croisé de la suite avec nos invités. Nous parlons maintenant de la Centrafrique alors que le mandat de l'assouplissement de l'embargo sur les armes en République centrafricaine tend vers sa fin. Ce 31 juillet, la Centrafrique veut passer à l'étape suivante, la levée totale de cet embargo. Les autorités centrafricaines ont réitéré leur demande lors d'une revue régulière de la MINUSCA. Le pays veut désormais avoir la possibilité d'acheter ses armes sans avoir à le notifier au Conseil de sécurité de l'ONU. La République centrafricaine bénéficie du soutien de l'Union africaine et des pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU en attendant la résolution du Conseil à la fin de ce mois de juillet. Alors, après l'assouplissement, la RCA veut une levée totale de l'embargo, mais y a-t-il réellement des chances pour que cela puisse réussir quand on sait que les tests qui avaient été voté en 2020 et qui a permis cet assouplissement a été mené par la France et qu'aujourd'hui la Centrafrique n'est plus en très bon terme avec la France. Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que la levée totale soit obtenue par la Centrafrique? Je commence par vous, Ibrahim Acha. Non, mais il faut dire que actuellement les relations entre la Centrafrique, disons de façon beaucoup plus concrète, le pouvoir centrafricain de Touadéra et la France, et les relations ne sont plus, en tout cas, très au beau fixe. Je ne dirais pas très mauvaises, mais les relations ne sont plus au beau fixe. Et vous savez pourquoi. Et ça ne va pas entre Touadéra et la France. Mais il faut dire tout simplement que quand on parle de l'assouplissement de cette mesure, ça a été décidé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là que, en tout cas, il y a eu vote autour de cette disposition. Et là, au niveau de la Centrafrique, on estime que il va falloir qu'on leur donne toute la latitude de pouvoir s'armer. Parce que quand on parle du contrôle, quand on parle de l'embargo, l'embargo ne concerne que les forces régulières et l'État régalien. Parce que quand l'État veut acheter les armes et tout ça là, bon, c'est avec des partenaires bien connus. Et quand la commande est passée, c'est bien connu que bon, il doit avoir livraison d'armes à l'armée régulière ou bien à l'État centrafricain. Par contre, ce qui se passe au niveau des groupes armés, c'est des voies de contrebande. Et là, personne ne surveille. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous voyez un peu le rapport de force de feu sur le terrain, les groupes armés, bien évidemment, clandestines ou bien illégales, là, sont plus armés que l'armée républicaine. Normalement, l'embargo devait permettre d'éviter de vendre des armes aux groupes armés, mais aussi à l'armée régulière. Mais aussi à l'armée régulière. Mais il se passe que les groupes armés passent par la contrebande. C'est des commandes souterraines. Ce qui fait qu'ils échappent à au contrôle de choses, des institutions qui sont chargées de suivre un peu les transactions au niveau de la vente de l'armement et tout ça là. Donc ça échappe. Et celui qui subit dans cette histoire, c'est l'État centrafricain qui subit, parce que parfois vous trouvez l'arsenal de guerre vraiment des plus sophistiqués auprès des groupes armés qui sont en conflit, bien évidemment, encore l'armée en conflit ouvert avec l'armée régulière, et ça crée des sérieux problèmes de sécurité. Ce qu'on veut éviter, c'est ça qu'on instaure par ces embargos-là, et ça crée vraiment des situations les plus intenables sur le terrain. L'armée régulière a toujours demandé, et le pouvoir de Touadéra a demandé qu'on leur donne, qu'on leur laisse plutôt la latitude de pouvoir s'armer, de pouvoir acheter l'équipement qu'il faut pour pouvoir venir à bout de ces groupes rebelles, de ces groupes armés là, qui sont là, qui luttent contre eux et qui sèment la désolation dans le pays. Mais vous savez, quand on parle de l'armement, aussi, l'industrie de l'armement, il faut voir aussi ces puissances-là. C'est pourquoi je dis que parfois, quand on prend les décisions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est des hypocrites qui se retrouvent là-bas. Parce que au même moment, c'est des gens autant responsables qui représentent des États. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est parce que quand on parle du business, les États n'ont pas d'état d'âme. C'est des gens qui sont prêts à tout. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que, quand je prends le cas par exemple du Mali, vous arrivez auprès des groupes terroristes, l'armement que vous trouvez là-bas, c'est d'origine bien connue. Et pendant ce temps, on refuse aux autorités de la transition de s'armer. Mais on trouve des armes vraiment les plus sophistiquées, les plus de pointe auprès des groupes armés qui sont venus des officines bien connues.
Et au même moment, on refuse à ceux-ci, l'armée régulière, de le faire. Vous comprenez? C'est pourquoi je parle d'hypocrisie. Sinon, je ne dis pas que c'est des hypocrites qui se retrouvent au Conseil de sécurité. Non. L'un de moi, vraiment, ses appréhensions. Donc, voilà ce que moi, je pense pour le cas de est-ce que pour la Centrafrique, aujourd'hui, la demande formulée, bien qu'elle est en train de défendre la Centrafrique, est-ce que cette demande a des chances d'aboutir quand on connaît un peu la composition du Conseil de sécurité, ceux qui soutiennent un peu la Centrafrique, on a peut-être la Russie et peut-être la Chine qui va de pair avec les pays les pays africains membres du Conseil de sécurité, je parle du Kenya, du Ghana, du Gabon. Est-ce que avec ces pays derrière et dans un autre camp, peut-être la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, est-ce qu'on a des chances aujourd'hui d'obtenir une levée totale de cet embargo? Non, il ne peut pas avoir levée totale de l'embargo parce que quand vous prenez la France et ses lobbies et tout ça là, la France va manœuvrer, elle va manœuvrer pour que l'on ne puisse pas obtenir vraiment la levée totale de l'embargo, surtout que sur le terrain, le pouvoir de la Centrafrique est plus favorable à un pays qui est en hostilité sur le plan hégémonique dans le monde avec la France. Donc la France ne peut pas vouloir laisser à ce que les chances de la levée de l'embargo total puissent évoluer au niveau du Conseil de sécurité. Mais j'ose croire qu'au niveau de Touadéra lui-même, dans le cadre de certaines relations bilatérales, il peut peut-être passer outre et s'approvisionner de façon aussi régulière, puisque un État avant tout aussi, il y a la souveraineté qui compte. Ok. Donatien Ouesso, la Centrafrique qui voudrait aujourd'hui, du moins à la fin du mois de juin, une levée totale de l'embargo pesée sur ses armes. Est-ce qu'elle a aujourd'hui des chances d'obtenir cette levée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, selon vous? Les chances sont très minces, il faut l'avouer, parce que quand vous êtes en conflit avec la France passe pas tous les moyens, parce que ici, il faut comprendre aisément que c'est la France qui règle ses comptes avec la Centrafrique au travers de cette décision-là, parce que c'est la France qui fait avec ses lobbies. Quand vous voulez pas vous soumettre, bien disons, cirer les chaussures de la France, elle passe par ses moyens pour pouvoir vous fléchir. Donc, mais à la base, l'idée était en fait d'empêcher tout le monde. Et l'armée régulière qui avait été accusée des actions au niveau au temps de la rébellion, avec tout ce qu'on connaît pour l'histoire de la Centrafrique, et empêcher aussi les groupes rebelles aussi d'acquérir les armes. Donc, on a décidé de couper les ravitaillements à tout le monde. Oui, mais bon, une autorité régulièrement installée a besoin quand même d'avoir des armes pour son armée. Si on coupe ainsi, on ferme ainsi le robinet à la Centrafrique de ne pas pouvoir posséder, comment on appelle, des armes, vous imaginez quelle sera sa force face à ces rebelles, bien disons, face à ceux-là qui se battent contre les forces régulières. Mais c'est ce qui a amené à cet assouplissement en 2020 où on parle d'acquisition, mais juste qu'il faut signaler. Aujourd'hui, la Centrafrique veut qu'on lève totalement l'embargo. Qu'on lève totalement l'embargo pour que l'État régulier puisse posséder réellement sa force. Parce que ici, on l'avait dit, quand vous allez voir les groupes armés, il y en a qui possèdent des arsenaux de guerre que les armées régulières même ne possèdent pas. Ces groupes passent par des voies contorsionnées pour s'approvisionner. Mais pour qu'un État régulièrement installé puisse avoir ces armes, il faut que l'État là signifie au Conseil de sécurité et que la commande soit clairement montrée. Mais bon, ici, moi, je ne peux pas accepter que la Centrafrique puisse toujours avoir ce joug sur son cou, peser, que la levée soit toujours lourde et que les groupes armés, eux autres, continuent toujours pas s'armer illicitement et puis viennent, un de ces quatre, renverser le pouvoir en place. Et là, on va dire encore que bon, il faut passer par un dialogue, on va se réunir, comme l'a dit M. Ibrahim Macha, c'est des hypocrisies dont on fait montre là-bas. Il y a non, c'est eux-mêmes les fournisseurs d'armes, on va le dire ainsi, c'est eux-mêmes les fournisseurs d'armes. Et c'est eux encore qui interdisent à un groupe de ne pas en avoir, mais c'est eux qui donnent encore à un autre groupe pour pouvoir faire face à un pays, parce que ce pays est en accointance avec un autre
dans le monde, on va pas le cacher, c'est la Russie. Parce que actuellement, la Russie est en train de redistribuer les cartes géopolitiques dans le monde. On veut couper, je vais dire, ses alliés de par le monde. On veut mettre ses alliés en difficulté. Donc, c'est pourquoi la Chine et la Russie sont en train de s'allier pour pouvoir être derrière la Centrafrique. Il faut que le Conseil des Nations Unies réfléchisse un tout petit peu des fois à des décisions qui dédaignent sur, en fin de compte, c'est les populations. Parce que quand ça tire, les dirigeants, eux, ils ont où s'abriter, hein. Mais c'est les populations qui en pâtissent. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour la levée, mais vous n'êtes pas optimiste en tout cas à ce que la Centrafrique puisse parvenir à cette levée. Qu'est-ce que vous en dites, Robert Kosigo? On veut une levée totale finalement, qu'on ne soit plus obligé de signaler à chaque fois qu'on va acheter des armes. Y a-t-il des chances qu'on puisse y parvenir? Même s'il n'y a pas de chance, il faut déjà féliciter le gouvernement de Touadéra d'avoir osé se plaindre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aussi ici le lieu de rappeler à nos chefs d'État africains de se battre, de continuer pas à se battre jusqu'à obtenir une chaise au Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir aussi droit de veto. Un siège de membre permanent, vous voulez dire? Voilà, une chaise de membre permanent. C'est ça qui manque aujourd'hui à certaines revendications de l'Afrique, où il faut toujours chercher à passer par des puissances, et avec cette guerre des puissances, parfois nos revendications n'aboutissent pas. Mais c'est aussi une incongruité. Sinon, comment pouvez-vous demander à un État souverain de faire connaître alors cette demande d'armes? Or que vous savez qu'en stratégie de guerre, aussi longtemps que votre partenaire ou votre ennemi connaît vos arsenaux de guerre, il peut facilement vous mettre en déroute. Tout à fait. Et au même moment, les autres qui sont alors dans la rébellion, alors s'approvisionnent chez cette puissance aussi. Mais c'est pas contrebande. Même si c'est pas contrebande, qu'ils vous souviennent qu'il y a longtemps, les richesses du sous-sol de la Centrafrique sont très convoitées par une puissance dont je tais le nom sur ce plateau. Et cette puissance-là fait tout pour qu'il n'y ait jamais l'harmonie, il n'y ait jamais la paix en Centrafrique. C'est-à-dire que quand un chef d'État est élu ou passe par un coup d'État pour venir, aussi, quand il va commencer par négliger leurs intérêts, tout de suite, il y a une rébellion qui, alors, s'arme bien et il y a coup d'État tout de suite. On se demande qui les arme. Je me souviens de cette phrase de votre confrère de RFI, le Camerounais, là, comment on l'appelle Remingo, non? Non, pas l'autre. Alain Foucault qui a dit, il était au Niger, quand alors un officiel français l'a appelé pour lui dire, écoute, ne sois pas dans l'avion je crois, j'oublie un peu son nom, Ziguélé, parce que là, il est en train d'être démis. On est en train de le démettre depuis la Centrafrique. Et c'est venu vraiment. Vous allez constater, il a dit à son grand étonnement, après quelques heures, il y a eu coup d'État et Ziguélé est obligé de rester au Niger. Il n'était pas revenu. Il en est de même pour François Bozizé. Vous avez vu comment François Bozizé est venu au pouvoir et comment il est reparti. Qui est devenu chef rebelle aujourd'hui. Voilà, chef rebelle et que personne n'inquiète. Voilà. Oui. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Et qu'il y a une puissance, de ce monde qui alors protège François Bozizé et qui alors fait tout pour que personne ne mette la main sur lui et tout, qu'il réponde de ses actes. Non, mais qu'il vous souvienne que François Bozizé, par sa rébellion, a décimé beaucoup de vies, a créé beaucoup de pertes pour cette Centrafrique-là. Mais personne ne le dit parce qu'il est protégé. Alors moi j'ai dit, si aujourd'hui Touadéra s'appuie sur la Russie pour s'armer, pour mettre fin à cette prise de pouvoir qui est dictée peut-être par l'extérieur à cause de leur richesse, moi j'ai dit, c'est de bonne guerre, c'est ça même le patriotisme. Tout à fait. Il va falloir que les Centrafricains le soutiennent et que si le Conseil de sécurité de l'ONU alors donne feu vert ou pas, il va falloir qu'il s'appuie sur la Russie pour s'armer comme le fait aujourd'hui les Maliens. Le Mali aujourd'hui s'arme bien avec la Russie. Malheureusement, le Mali n'est pas sous embargo. Non, je ne refuse pas. Mais il peut aussi, tel que les gens, les rebelles, passent par, je ne sais pas, les voies. Vous n'allez pas conseiller à l'État de passer par des voies détournées pour avoir des armes.
finalement, si on ne permet pas à un État souverain, alors d'acquérir des armes pour protéger ses citoyens, pour défendre sa nation, cette nation-là, il va falloir que cette nation souveraine passe par les moyens, même si parfois c'est illégal de s'armer pour protéger la nation. Parce que pourquoi toujours courber les chines devant les desiderata de l'Occident? Pourquoi ce sont ces Occidentaux-là qui dictent toujours la loi à nous les Africains comme nos richesses? Vous allez constater que c'est la même chose qui se passe en RDC. En RDC, en tout cas, ils n'ont pas les armes. Les rebelles ont plus d'armes qu'eux. C'est ça l'histoire. L'armée régulière n'a jamais d'armes. Et puis, en RDC aujourd'hui, pour toute acquisition d'armes, il faut faire la liste et envoyer au Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir avant de les acquérir. Tout ce temps-là, les rébellions ne font que gagner du terrain et semer du trouble. Maintenant, on ne peut pas toujours assister en Afrique. Allez en Centrafrique. Est-ce que les Centrafricains bénéficient vraiment des atouts de leur sous-sol? Il n'y a pas. C'est un pays sous-développé. Alors pourquoi continuer par imposer à ce pays souverain-là, alors de passer dans le sillage qui le rend faible? C'est parce qu'il y a toujours des coups d'État. Pour vous, un embargo contrôlé rend la Centrafrique faible. Très faible. Il faut donc s'en départir. Alors, je dirais que si Touadéra tient aujourd'hui tête à la France, c'est grâce à la Russie. C'est grâce à la Russie et cette histoire de faire partir vite les Français de son sol. Sinon, il ferait déjà l'objet de destitution. Il y a longtemps, pas les rébellions. On attend donc la décision du Conseil de sécurité à la fin du mois de juin pour être situé sur l'embargo en Centrafrique. Mais si je suis bien vos raisonnements, vous trois, vous êtes optimistes, vous êtes plutôt pessimistes sur le fait que la Centrafrique puisse obtenir une levée totale de cet embargo. Qu'est-ce que la Centrafrique puisse faire contre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France? Alors, quels seraient les arguments qu'on peut avancer? Ils ont une chaise permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, ils ont même droit de veto. Concrètement, Robert Kosigan, quels seraient peut-être les arguments que le Conseil de sécurité va avancer pour empêcher la ces arguments-là lui seront dictés par les États-Unis, la Grande-Bretagne. Comme quoi, par exemple? Non, ils vont peut-être renouveler cette histoire de levée partielle. Levée partielle, ils vont continuer dans ce sens-là. Ils vont parler de la question des droits de l'homme. On accuse l'armée régulière d'exaction. Voilà, justement, c'est l'un des aspects que je voulais aborder. Est-ce que l'embargo n'est pas aussi quelque part pour protéger les civils, ne pas que les armées commettent des exactions, quand on voit qu'on accuse généralement l'armée centrafricaine d'exactions aujourd'hui, aidée par une armée extérieure, si certains parlent généralement de Wagner. Est-ce que ces éléments-là ne rattrapent pas aujourd'hui la Centrafrique? Le choix stratégique fait par Faustin Archange Touadéra ne rattrape pas aujourd'hui son pays? Non, ça ne le rattrape pas. Au contraire, puisque les gens prennent ça pour prétexte pour pouvoir, en tout cas, venir à bout de son pouvoir, pour pouvoir l'essouffler, voir éventuellement comment on peut le remplacer. Parce que Faustin Touadéra ne vibre pas au même diapason que les intérêts de ces puissances-là qui se retrouvent au niveau du Conseil de sécurité. Vous savez, la France nous a habitués avec le dicton, la France n'a pas d'amis, mais des intérêts à protéger. Donc si les intérêts français sont très poussés en Centrafrique, il va de soi que la France manœuvre pour que Touadéra non, c'est clair. Il va de soi que la France manœuvre pour que Touadéra ne puisse pas avancer et continuer son entreprise de tout faire pour retrouver une certaine souveraineté au niveau de la Centrafrique. Voilà, donc les exactions dont on parle, c'est qu'il y a des offensives, des groupes rebelles. L'armée réplique et on trouve que l'armée a massacré, l'armée a tué des civils, les rebelles, les groupes armés. Mais ce ne sont pas des militaires qui sont là-bas, c'est des civils qui combattent. Et quand on vient à bout de ces civils-là, on trouve qu'on a massacré des populations civiles. Pour vous, il n'y a pas souvent des actions. Non, quand on parle d'exactions, vous savez, il y a, comment l'appelle-t-on là,
des astuces que le plus souvent les gens trouvent quand on veut vous créer des situations. On le dit souvent, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc, vous savez, quand il y a de ces situations, il y a une tête qui ne plaît pas, on lui colle une étiquette et c'est fini. Nous avons vu avec Laurent Gbagbo, qui était entre-temps, qui ne favorisait pas certains intérêts des Occidentaux au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vite fait pour dire que c'est un dictateur. Et sous d'autres cieux aussi, l'étiquette de dictateur, de prédateur, des gens qui ne sont pas favorables à la liberté, et des gens qui sont des gens qui en tout cas ne respectent pas les droits de l'homme. Il y a vraiment toute une disons tout un lexique qu'on attribue à ces gens. Qu'on attribue à ces gens-là. On vous colle l'étiquette et ça sied. Voilà, et vous êtes devenu vraiment le démon mondial. Mais au même moment, ce qui se passe sous d'autres cieux, nous voyons. Prenez le cas de l'Ukraine, par exemple. Il y a eu une guerre. Bon, Poutine était en train de prendre certains territoires là-bas. Qu'est-ce que le monde a fait? Vous avez vu un peu. Tous les jours que Dieu fait, on achemine des armes vers l'Ukraine. Il n'y a pas eu embargo là-bas. Et les armes là sont utilisées contre qui? Vous voyez, donc parfois, il y a de ces exactions sur le terrain, mais on ferme les yeux parce que là-bas, on ne parle pas des actions. Mais si c'est en Afrique, ceux qu'on n'aime pas, on parle des actions là-bas. Au même moment, quand vous prenez la Russie nous fait le plus souvent, vous voyez, quand il y a des communiqués, quand il y a des publications, la Russie se plaint des attaques contre les civils dans son territoire. Mais on est au niveau de ces Occidentaux qui sont favorables à l'Ukraine, on ne dit jamais qu'il y a eu exaction. C'est plutôt quand il y a la riposte qu'on trouve que voilà, il y a un problème à ce niveau. En tout cas, donc voilà, c'est pourquoi je parlais de l'hypocrisie au niveau vraiment de l'ordre mondial, et il va falloir que, en tout cas, les esprits les plus avisés ne se laissent pas embobiner quand on arrive vraiment à faire le discernement et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour au moins assurer l'équité dans le monde. Donatien Ouesso, quels seraient peut-être les arguments que pourrait avancer le Conseil de sécurité de l'ONU pour ne pas lever totalement cet embargo en Centrafrique? Oui, cela a été dit, hein, la façon dont l'armée, je veux dire, centrafricaine utilise ses armes contre, disons, ceux qui l'attaquent, on va le dire ainsi, ceux qui l'attaquent. Mais moi, je vois la situation comme en enfance, quand deux personnes se battent et on vient, on veut les séparer, on tient une personne. La deuxième personne continuera toujours pas à vous donner des coups. Ça, c'est les rebelles. On attrape, on demande à ce qu'on ne puisse pas servir les armes, bien sûr, à la Centrafrique, mais la seconde partie, disons, la rébellion, elle s'arme au jour le jour, elle acquiert de nouveaux matériels. Donc, c'est un peu, il y a un déséquilibre des forces là-bas, et ça, c'est créé et causé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais bon, il faut quand même dire que la Centrafrique, les soldats là-bas ne sont pas aussi des enfants de cœur. Ce qu'ils ont eu à commettre, c'est un territoire où il y a assez de tueries, hein, assez de tueries. Et il va falloir qu'on s'asseye bien et qu'on essaye. Ce sont des vies humaines. Il n'y a pas plus sacré sur terre que la vie humaine. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est quand il y a des millions de morts maintenant qu'on arrive à parler, quand il y a s'il n'y a pas assez de sang qui sont versés, on s'occupe pas assez de vous. On dira, bon, c'est quelques personnes qui sont tombées. Bon, on peut quand même continuer. Mais si on laisse toujours les choses continuer pas à germer ainsi, et le mal continue pas à gangréner la Centrafrique, n'oubliez pas, on a dit Centrafrique, ce qui veut dire c'est au centre de l'Afrique. Et quand c'est au centre, ça peut s'étaler vers les autres pays. Et surtout qu'il y a tu repères des pays qui ne sont pas aussi totalement stables. Voilà, vous comprenez très bien la chose. Donc, il va falloir que le Conseil de sécurité revoie et puis que l'embargo puisse être levé pour que la Centrafrique puisse avoir de quoi s'armer, de quoi faire face à ceux-là qui l'attaquent et qu'il joue pleinement son rôle d'État légalement installé. La Centrafrique peut en tout cas compter pour le moment sur le soutien des États africains, du Conseil de sécurité, de la Russie et aussi de la Chine. Est-ce que ces États pourront quand même permettre au pays de faire face à la rébellion si cette demande de levée d'embargo n'est pas totalement obtenue? La Russie est en train de faire déjà un travail impeccable là-bas. C'est la Russie qui a permis à ce que la rébellion puisse être repoussée aux frontières de la Centrafrique et que le gouvernement
actuel puisse travailler. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que vous allez constater que la France protège plus alors les groupes armés, les anti-Balaka et les autres. C'est ça. Mais comment est-ce que ces groupes-là opèrent? Ces groupes-là alors commettent beaucoup d'exactions. Et je dirais que même la démocratie aime l'exaction. Souvent, les exactions, c'est dénoncé plutôt au niveau de la mer régulière. Non, écoutez, vous savez, souvent, tous ceux qui aspirent à la gestion ou à la prise de pouvoir, parfois, quand la voie des élections leur devient peut-être incertaine, ils aiment prendre la voie de l'insurrection, où il faut créer beaucoup de morts pour que la communauté internationale et leur soutien, entre guillemets, puissent mettre les médias en contribution pour décrier, comme monsieur Tchala vient de bien élaborer dessus. S'il y a peu de c'est là où on colle les histoires des droits de l'homme. Tout ça là, ne serait-ce que pour amener quelqu'un dont on est sûr qu'il va défendre leurs intérêts. Point, c'est tout. Ce qui se passe en Centrafrique dépasse l'entendement humain. Comment vous pouvez donner plus je ne sais pas, de considération, plus de soutien à ceux qui sont dans l'illégalité? Vous savez, on nous a dit qu'en démocratie, la seule voie unique et légale pour prendre le pouvoir sont les élections. Mais là, les gens prennent les armes. Contre qui? Contre leurs propres frères. Puisque ceux qui sont dans l'armée régulière sont aussi des Centrafricains. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette rébellion-là? C'est tout faire pour qu'on démette le président élu démocratiquement pour qu'un autre qui répond à un cahier de charge d'une puissance mondiale puisse venir et défendre leurs intérêts au détriment de son propre pays. Est-ce que on va donner plus de chance à ça? Non. Moi je dis, si aujourd'hui Touadéra arrive à travailler avec la Russie et la Chine, ça voudrait dire que au Conseil de sécurité de l'ONU, même si on ne lui donne pas la main totale sur l'achat des armements, il aura de quoi défendre alors la grande partie du territoire centrafricain et développer peut-être la politique sociale et tout. Seulement, cette histoire ou ce virus de troisième mandat qu'il est tenté de s'en approprier, de s'en oculer, c'est ça qui n'est pas bon. Moi, je souhaiterais qu'à la fin de son deuxième mandat, comme Nelson Mandela, il puisse parti et qu'un autre, peut-être issu de son parti ou d'un parti politique de l'opposition, puisse prendre, puisque la Centrafrique appartient à tous les Centrafricains, il rentrera même dans l'histoire. Et que peut-être ceux qui vont le suivre, même s'ils viennent de l'opposition, vont toujours travailler avec la Russie et autres pour alors ramener d'abord la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible, pour que la Centrafrique puisse finalement prendre le chemin du développement. En tout cas, merci pour le troisième mandat. Rien n'est officiel. On attend de voir la suite pour ce qui en sera pour la candidature de Faustin Archange Touadéra. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.